Kurusu était un puceau raté certifié, forcé par le gouvernement à participer à un programme de mariage avec des demi-humains. Mais au lieu d'une épouse, son agent l'a inondé de filles monstres collantes qui veulent toutes s'envoyer en l'air avec lui. Un matin, Kurusu s'est réveillé pour découvrir que Mia s'était enroulée autour de lui. Quand il l'a interrogée, elle lui a dit qu'elle essayait juste de se réchauffer. Lorsqu'il a proposé de lui faire couler un bain, cette méduse au rabais l'a serré et l'a presque étouffé avec ses obus. Pour échapper à une mort certaine, Kurusu a tiré sur sa queue, ce qui a provoqué chez elle un véritable raz-de-marée. Après cette séance de toboggan improvisé, Kurusu a préparé le bain de Mia et s'est surpris à imaginer comment elle allait aux toilettes, tel un gros dégoûtant. L'instant d'après, Mia est entrée seins nus, et cet idiot s'est instantanément transformé en Sanji. Il a tenté de s'éclipser quand elle est entrée dans le bain, mais la renarde l'a attiré dans la baignoire pour qu'il lui donne de son lait. N'ayant pas le choix, il a allumé la douche et, pendant qu'elle était distraite, il s'est enfui. Plus tard, alors qu'il dressait la table, l'agent Smith, sa coordinatrice des échanges interespèces, a surgi de nulle part, l'effrayant. Elle a prétendu venir faire ses contrôles de routine pour s'assurer qu'il n'avait enfreint aucune loi sur les échanges interespèces. La loi la plus importante était que les humains ne devaient pas blesser les demi-humains, sous peine de sanctions sévères. Kurusu l'ignorait pendant qu'elle jacassait, alors elle s'est approchée pour lui murmurer que faire de Mia une femme était aussi illégal. Kurusu l'a assuré qu'il ne tenterait jamais de conclure avec la fille serpent, mais Smith ne l'a pas cru et l'a prévenu qu'il finirait en prison et Mia renvoyée. Elle s'est ensuite approchée pour le taquiner, affirmant qu'il ne pourrait sûrement pas résister au charme féminin de Mia. Soudain, il a été brusquement écarté par Mia, qui n'appréciait pas du tout la proximité de Smith avec lui. Smith lui a demandé de se calmer, jurant qu'elle n'était pas intéressée par le petit cornichon de Kurusu. Elle est partie peu après, et Mia, curieuse, a demandé à Kurusu si ses lois étaient vraiment si importantes, ce qu'il a confirmé. Étonnamment, Mia a dit qu'elle se fichait éperdument des lois et que s'il voulait goûter à ses charmes, elle se donnerait à lui par amour. Pour le prouver, elle l'a poussé au sol et s'est enroulée autour de lui après avoir ouvert la braguette de son pantalon. Mais avant qu'elle ne l'embrasse, il a hurlé car elle s'était enroulée trop fort autour de lui démettant l'épaule. Heureusement, Smith est revenu pour l'aider à la remettre, tandis que Mia pleurait à chaudes larmes, s'en voulant terriblement. Plus tard, il a emmené Mia faire les courses, mais elle s'est emballée et l'a entraînée dans un magasin de lingerie. Kurusu a tenté de fuir en voyant ça, mais Mia l'a retenu en lui rappelant que Smith lui avait interdit de la laisser seule. N'ayant pas le choix, il est resté et, en attendant, il s'est bêtement demandé si Mia pouvait porter des sous-vêtements. Ses pensées ont été interrompues par Mia, venue lui demander son avis sur le type de soutien-gorge qu'elle devrait acheter. Elle a aussi baissé son haut pour lui montrer qu'elle n'en portait pas, et notre ami a encore perdu 1 litre de sang. Une fois remis, il a demandé à Mia de les essayer pour voir par elle-même. Mais au lieu de répondre, elle lui a pris la main et l'a entraîné avec elle. Une fois seule, quand elle a commencé à enlever son haut, il a compris que les choses allaient trop vite. Estimant qu'il avait eu assez d'émotions pour la journée, il a détalé de la pièce. Une fois dehors, il a remarqué qu'il tenait un petit bout de tissu triangulaire, sans se souvenir l'avoir pris. Alors qu'il se demandait ce que c'était, Mia a passé la tête et a timidement réclamé son sous-vêtement. Comme il ne répondait pas sous le choc, elle le lui a arraché des mains avant de retourner dans la cabine. Cependant, il a fait une remarque idiote qui l'a poussé à le jeter par la fenêtre. Sur le chemin du retour, ils ont croisé un couple odieux qui s'est aussitôt mis à se moquer d'eux. Mia, furieuse, a tenté de les frapper avec sa queue, mais Kurusu s'est interposé juste à temps pour l'arrêter. Quand elle a demandé pourquoi il s'en mêlait, il lui a rappelé les risques légaux s'il blessait un humain. Bientôt, une foule s'est formée et les passants ont commencé à prendre Mia en photo. Se sentant accablée et exposée, elle a supplié Kurusu de l'emmener dans un endroit privé. N'ayant guère d'options, ils ont fini par se réfugier dans un love hotel à proximité. C'était une mauvaise idée car Mia est allée se doucher et à sa sortie, il a eu du mal à contenir son excitation. Le pire, c'est que Mia a essayé de le convaincre de coucher avec elle et il aurait cédé si Smith et ses agents n'avaient pas fait irruption. Elle avait appris qu'un humain et une demi-humaine tentaient de s'envoyer en l'air ensemble. Mais en voyant que c'était Kurusu et Mia, elle s'est calmée et les a fait descendre. Là, ils sont retombés sur le couple agaçant, qui n'a pas tardé à les insulter de nouveau. Agacée, Mia a voulu les attaquer, mais Kurusu a été plus rapide et a frappé l'homme si fort qu'il a percuté sa copine. Plus tard,
Chez Kurusu, Smith a pansé sa main blessée après avoir frappé ce gorille mal foutu au visage, et quand il a crié, elle lui a dit de faire avec. Après son départ, Mia a demandé à Kurusu pourquoi il les avait attaqués, et il a dit qu'il ne supportait pas qu'on maltraite les femmes. Ravie, elle lui a sauté dessus avec enthousiasme, et alors qu'il se débattait, elle lui a ôté sa chemise pour finir ce qu'il avait commencé. Hélas, Smith est revenu à ce moment pour demander ce qu'il y avait au dîner, coupant court au projet de Mia. Quelques jours plus tard, alors qu'ils étendaient le linge, Kurusu a été enlevé par une femme oiseau et s'est retrouvé sur une branche dans un parc. Sa ravisseuse s'est présentée comme Papy, et après l'avoir traîné pour lui acheter une glace, Kurusu l'a interrogé sur elle. Papy lui a dit qu'elle avait fui sa famille d'accueil et vivait seule depuis, ce qui l'a surpris car il l'avait trouvée plus bête que Patrick et Bob l'éponge réunis. Il lui a dit que fuir sa famille d'accueil était une erreur et que si elle se faisait prendre, elle serait expulsée sur le champ. En entendant cela, Papy a été choqué et a fait tomber sa glace, puis s'est mis à pleurer sans même y avoir goûté. Kurusu l'a réconforté en lui offrant sa glace, mais il a vite regretté car Papy était à genoux entre ses jambes, et pour les passants, on aurait dit qu'elle lui léchait sa sucette. Gêné, il lui a retiré la glace de la bouche et lui a dit qu'elle devait aller se débarbouiller. Mais quand il s'est retourné, elle s'était déjà déshabillée et avait sauté dans la fontaine. Il a tenté de la sortir de là, mais Papy en a profité pour l'attirer et lui demander de jouer. C'est là que Mia est arrivée et a accusé Papy de vouloir lui voler son homme, déclenchant un crépage de chignon avec le pauvre Kurusu au milieu. Pourtant, personne ne les calculait car tout le monde fixait la petite fille coincée dans un arbre. Voyant cela, Papy a voulu s'envoler pour l'aider, mais ses ailes étaient mouillées. Mia a donc décidé de jouer les héroïnes pour épater Kurusu. En grimpant, elle s'est pris plein de branches dans la figure et s'est retrouvée avec des feuilles partout dans les cheveux et sur le visage. Elle ressemblait à un épouvantail, alors quand l'enfant l'a vue, elle a hurlé de peur et est tombée de l'arbre. Heureusement, Papy l'a rattrapée au vol, mais avec ses ailes mouillées, elles sont tombées comme des masses sur ce pauvre Kurusu. Après ce boucan, la police est venue les interroger, et quand on a demandé qui était la famille d'accueil de Papy, Kurusu s'est dénoncé. L'agent a réclamé les papiers de Papy, que Kurusu n'avait pas. Alors qu'il pensait être démasqué, Smith a surgi et a montré l'identité de Papy. Plus tard chez Kurusu, il a demandé à Smith pourquoi elle avait ses papiers. Elle a expliqué que Papy s'était enfui alors qu'elle l'emmenait chez lui. Le ton désinvolte de Smith a fait douter Kurusu de ses compétences, car elle ressemblait un peu trop à une Sakura aux cheveux noirs. Se reconcentrant sur Smith, il a entendu dire à Papy qu'elle vivrait chez Kurusu, ce qui a rendu la petite folle de joie. Après avoir promis d'être sage, elle a exigé qu'il lui donne son bain et l'a traîné de force vers la salle de bain. Une fois partie, Smith a demandé à Mia si ça ne la gênait pas de partager Kurusu avec Papy. Elle a dit que non, car Papy n'était qu'une enfant. Smith a alors révélé qu'elle avait le même âge. Aussitôt, Mia a foncé vers la salle de bain pour empêcher le bain, percutant Kurusu avec la porte. Quelques jours après, en rentrant, Kurusu a été renversé par une centaure qui lui a demandé s'il était son maître avant qu'il ne s'évanouisse. À son réveil, il a appelé Smith pour s'informer sur cette centaure armée. Elle lui a dit que Centaurea avait le droit de choisir sa famille d'accueil selon la tradition de son peuple. Après l'appel, Kurusu discutait avec elle quand un voleur à l'arraché en scooter a failli les percuter de plein fouet. Centaurea a vite écarté Kurusu et il s'est retrouvé le visage enfoui entre ses deux magnifiques attributs. Une fois libéré de cette étreinte, il a expliqué que cet homme était le voleur de sacs qui sévissait dans le quartier. Centaurea a donc décidé de devenir la centaure sympa du quartier et d'attraper l'homme. Elle a demandé à Kurusu de l'aider et il a accepté, mais quand il a tenté de monter sur son dos, elle l'a frappé au visage en disant que seul son maître pouvait la monter. Peu après, une fois le problème de montre réglé, ils ont rattrapé le voleur, mais il a accéléré quand Centaurea lui a ordonné de se rendre. Alors que la poursuite s'intensifiait, l'homme a tenté de les ralentir en fonçant dans des bouteilles d'eau en cours de livraison. Centaurea les a tranchées avec son épée et s'est retrouvé trempé, tandis que le pauvre Kurusu hurlait comme une fillette effrayée. Voyant que Centaurea n'abandonnait pas, l'homme a changé de voie, alors elle a sauté sur l'arrière d'un camion pour continuer à le poursuivre. Son petit numéro l'a aidé à rattraper l'homme plus vite, mais alors qu'elle le tenait en respect, Kurusu a soudainement agrippé ses seins, la faisant hurler de lâcher prise. Kurusu a ignoré ses cris car il essayait juste de ne pas tomber, mais cela a ouvert sa chemise par accident, dévoilant sa poitrine à cet homme de goût. Aussitôt, il a saigné du nez, a perdu le contrôle et a percuté des pots de peinture, tandis que Centaurea a couru jusqu'à s'écraser contre une porte de garage.
Embarrassée, elle a juré de s'occuper de Kurusu, mais quand elle a voulu prendre son épée, elle avait disparu. C'est alors que le voleur s'est approché d'elle avec son épée et a tenté de la frapper. Cependant, Kurusu, confiant en sa chance, s'est interposé et s'est fait couper au passage. De retour chez lui, Kurusu, couvert de bandages, a expliqué ce qui s'était passé à Smith au téléphone. Heureusement, l'épée était factice, il n'a donc pas été gravement blessé. Smith lui a dit qu'il était stupide d'avoir tenté d'attraper le voleur, mais il a rétorqué que c'était l'idée de Santorea, alors elle a demandé s'il était monté sur son dos. Sans lui laisser le temps de répondre, elle a expliqué que si Santorea l'avait permis, c'était bon, mais que sans son consentement, cela revenait à la souiller. À ce moment, Kurusu a remarqué Santorea caché derrière la porte et s'est aussitôt mise à genoux pour implorer son pardon pour son ignorance. Santorea a dit que c'était plutôt sa faute à elle et l'a remercié de lui avoir sauvé la vie, après quoi elle lui a juré fidélité. Juste au moment où elle lui demandait de devenir son maître, Mia et Papy ont fait irruption, coupant court à sa réponse. Mia a exigé de savoir qui était Santorea, tandis que Papy a juste demandé s'il y avait à manger. Quelques jours après l'arrivée de Santorea, Mia a réuni les filles au salon sous prétexte de revoir la loi sur les échanges d'interespèces. En réalité, elle voulait faire comprendre à ses colocataires que Kurusu était à elle et a tenté de détourner la loi à son avantage, mais Santorea ne l'a pas entendu ainsi. Leur dispute a cessé quand Kurusu, avec une trace de sabot sur le visage, est entré pour dire à Santorea que Smith voulait qu'elle remplisse sa demande d'hébergement. Aussitôt, Mia a commencé à réprimander Santorea, mais Kurusu est intervenu, expliquant qu'elle ne l'avait pas blessée intentionnellement. Il se trouve qu'il l'a surprise par accident dans la salle de bain, et elle a réagi en lui laissant un tatouage temporaire sur le visage. Après ces explications, il s'est de nouveau excusé auprès de Santorea, et alors qu'ils cherchaient tous deux à endosser la faute, Mia s'est interposée et les filles ont commencé à se disputer. Quand Kurusu a tenté d'intervenir, il s'est pris une gifle, alors il s'est tourné vers Papy, qui avait de la fumée sortant de sa tête car elle avait essayé de lire. Espérant préserver le peu de neurones qui lui restait, Kurusu lui a suggéré de prendre un bain, mais elle l'a supplié de la rejoindre. Arrivé à la salle de bain, Kurusu a donné un maillot à Papy car il ne voulait pas d'ennui, mais en l'aidant à le mettre, il a touché ses formes par mégarde. L'instant d'après, le sang a jailli de son nez comme une fontaine, et à cause de la pression, il a été propulsé directement dans la baignoire. Ignorant qu'il avait frôlé la mort, Papy a sauté dans la baignoire et s'est servi de lui comme d'une bouée de sauvetage. Elle a commencé à parler et lui a dit qu'elle le considérait comme son grand frère, mais quand elle a mis ses mains sur sa poitrine, Kurusu s'est demandé ce qui se passait. Il a essayé de s'écarter, mais elle ne l'a pas laissé faire et a tenté de l'embrasser, alors il s'est débattu davantage pour se libérer. Heureusement, Santorea est apparue l'instant d'après et a joué les Green Arrows avec Papy en l'immobilisant contre le mur. Elle a ensuite ordonné à Kurusu de monter sur son dos, et alors qu'elle s'élançait, Mia a tenté de les arrêter, mais Santorea lui a marché dessus. Elle ne s'est arrêtée qu'en arrivant dans un parc, et après avoir repris son souffle, Kurusu l'a remercié de l'avoir sauvé. Elle a répondu que c'était son devoir de servante de le servir et de le protéger, mais Kurusu lui a conseillé de se détendre un peu. Comme il n'était pas encore prêt à rentrer, Kurusu a demandé à Santorea ce qu'elle voulait faire, et elle a demandé timidement s'il pouvait se tenir la main. Kurusu n'a pas répondu tout de suite, alors elle a cru qu'il ne voulait pas, mais il l'a surprise en lui prenant soudainement la main. Alors qu'elle rougissait, Kurusu a essayé de la faire parler, mais ils ont été interrompus par Mia tombée du ciel, qui a grondé Papy pour l'avoir lâchée comme un colis. Santorea a demandé pourquoi elle était sortie, car il est interdit aux demi-humains de sortir sans leur famille d'accueil. Mia lui a dit de ne pas s'énerver et était en train de se justifier quand elle a remarqué que Kurusu était blotti contre la poitrine de Santorea. Rongée par la jalousie, Mia l'a écarté et a accusé Santorea de l'avoir kidnappé pour pouvoir le séduire. Elles ont commencé à tirailler le pauvre garçon, alors Papy s'en est mêlé, croyant à un jeu, et a plaqué le visage de Kurusu contre sa poitrine plate. C'est alors que Smith est arrivé et a tenté d'endormir les filles avec un fusil hypodermique, mais elle a accidentellement touché Kurusu. Il a repris connaissance chez lui plus tard, et en voyant Smith, il a demandé où étaient passées les filles. Au moment où Smith montrait la porte fermée, les filles ont fait irruption et ont commencé à s'excuser en se sentant coupables. Il leur a dit de ne pas s'en vouloir, car la seule coupable était l'incompétente Smith qui se prenait pour une tireuse d'élite hors pair. Il a dit aux filles quelle était sa famille, et Smith a alors révélé que Kurusu devrait en épouser une car la loi sur les échanges avait été modifiée. Cette nuit-là, Kurusu est resté au lit sans pouvoir fermer l'œil, car les paroles de Smith tournaient en boucle dans sa tête. Juste à ce moment-là, Mia a frappé à la porte.
Elle s'est inquiétée pour lui, notant qu'il semblait troublé, et a demandé si c'était parce qu'il ne voulait pas épouser une demi-humaine. Kurusu a admis qu'il ne savait pas comment gérer ce mariage, n'ayant jamais été en couple auparavant. Mia fut soulagée d'apprendre qu'il n'avait aucune objection à en épouser une, puis s'est glissée dans la chambre pour tenter de batifoler. Avant qu'elle ne commence, Papy a fait irruption par la fenêtre, éjectant Mia de Kurusu pour prendre sa place. Confus, Kurusu a remarqué que Papy n'était pas vêtue correctement et a tenté de la couvrir, mais elle a refusé. Alors qu'elle baissait son pantalon pour libérer son engin, Sentorea a défoncé la porte, l'arrêtant net. Kurusu l'a remercié de l'avoir secouru et lui a demandé si elle savait pourquoi Mia et Papy agissaient ainsi. Sentorea a expliqué que lors de la pleine lune, les demi-humains entraient toujours en chaleur. Il lui a alors demandé pourquoi elle n'était pas affectée et elle a prétendu maîtriser la suppression du désir. Pourtant, l'instant d'après, elle a posé les mains de Kurusu sur sa poitrine et quand il s'est retiré, elle a tenté de le séduire en déboutonnant sa chemise. Voir ses atouts sans armure a fait saigner du nez Kurusu, mais il a décidé de partir en voyant que Papy et Mia reprenaient connaissance. Caché dans la cuisine, il a reçu un appel de Smith qui disait avoir oublié de le prévenir pour la pleine lune. Kurusu a dit à Seth incapable de se carrer ses avertissements où il pense, car il était trop occupé à essayer de rester puceau. Ignorant son impolitesse, Smith a demandé s'il avait choisi laquelle épouser, et il a répondu que non. Elle lui a alors dit d'arrêter d'être lâche comme Usopp et de décider pour éviter les ennuis avec les filles. Elle lui a conseillé de prendre des glaçons pour les calmer, mais alors qu'il cherchait dans le frigo, les filles l'ont trouvé et lui ont sauté dessus. Elles ne se sont reculées qu'en voyant la tache rouge au sol, pensant l'avoir blessé. Cependant, quand Kurusu s'est levé, elles ont réalisé qu'il était tombé sur la bouteille de ketchup. Il les a rassurées, mais juste quand elles semblaient s'être calmées, elles ont tenté de le traire à nouveau. Le lendemain matin, Kurusu a réveillé les filles en disant qu'il devait parler. En le voyant, les filles ont été choquées et lui ont demandé s'il allait bien. Il a répondu qu'il allait bien et a annoncé qu'il sortirait avec chacune d'elles en vue d'un mariage, avant de s'effondrer. Ce soir-là, Nya est descendue voir ce que Kurusu avait préparé pour le dîner et s'est fait attaquer par un slim. Plus tard, alors qu'elle était sur le canapé, un gant sur le front, Kurusu s'est demandé ce qu'il avait attaqué et Sentorea a dit que c'était un proche de Rimuru. Kurusu fut surpris, ignorant l'existence des monstres slim, alors Sentorea a expliqué que c'était une espèce non reconnue par les humains. Alors que Sentorea promettait de le défendre contre les slimes, celui-ci a émergé du bol d'eau que Kurusu utilisait. Sentorea a tenté de le trancher avec son épée, mais il a esquivé sa lame. Le sim les a ensuite attaqués tous les deux, les laissant dans un état gluant sur le sol. Cependant, Kurusu s'est vite éclipsé vers la salle de bain après avoir vu Sentorea, car cela lui donnait des pensées impures. Une fois là-bas, il s'est demandé s'il devait appeler Smith pour l'informer de sa nouvelle locataire. Mais cette idée s'est envolée quand Sentorea a frappé à la porte et a demandé si elle pouvait le rejoindre. Sans réfléchir aux conséquences, il lui a dit qu'elle le pouvait, alors la jument sexy est entrée après s'être déshabillée. Son apparence l'a surpris, mais elle l'a assuré qu'elle ne cherchait pas à réveiller son petit soldat, car elle voulait juste le protéger au cas où le slime apparaîtrait. En bougeant, elle a glissé par accident à cause du slime et a atterri sur Kurusu, lui mettant ses pastèques en plein visage. Cependant, elle a mis sa gêne de côté et a admis qu'elle avait besoin d'aide pour nettoyer le slime sur son corps. En vrai gentleman, Kurusu a accepté de l'aider. Mais alors qu'il la frottait, Sentorea lui a soudain demandé d'arrêter car ses mains touchaient ses pêches. Réalisant son erreur, il a décidé de laver une autre partie de son corps, mais a fini par lui tâter les miches à la place. Comme les choses dérapaient, ils ont décidé d'aller dans la baignoire. Et pendant qu'ils trempaient, Kurusu s'est demandé ce que ce slime pouvait bien vouloir. Sentorea a dit qu'il cherchait de l'eau, ce qui a poussé Kurusu à noter qu'il était dans la plus grande source d'eau de la maison. Juste au moment où il suggérait de partir, il a remarqué le slime qui les observait depuis le plafond. Sentorea a tout de suite cherché son épée, oubliant qu'il était au bain, et a accidentellement saisi le manche de Kurusu. Réalisant ce qu'elle venait de faire, elle a reculé sous le choc et est tombée de la baignoire, se cognant la tête. Le slime a alors enroulé ses tentacules autour de Kurusu, le poussant à le supplier de ne pas le manger. Mais au lieu de le dévorer, le slime a pris une forme féminine, le prenant totalement au dépourvu. Elle a frotté son corps contre son visage avant de le laver, lui faisant réaliser qu'elle imitait ce que Sentorea faisait plus tôt. Kurusu a essayé de lui parler, mais elle n'a pas répondu, ce qui lui a fait supposer qu'elle ne pouvait pas parler. Alors qu'elle lui enfonçait la tête dans son corps, Kurusu a commencé à étouffer et a fini par sauter dans le bain. Plus tard, après toute cette agitation, ils sont descendus et Sentorea a félicité Kurusu.
Pour une raison obscure, elle a cru que cet idiot avait sauté dans le bain car il avait déduit que l'eau diluerait le slime pour le libérer. Kurusu a remarqué que c'était un pari risqué car pour autant qu'il sache, le slime aurait pu absorber toute l'eau et devenir un kaiju. Quand il a mentionné sa forme humaine, Sentorea et Mia ont été surprises, affirmant n'avoir jamais entendu parler d'un slime capable de ça. Kurusu a alors suggéré d'en informer Smith pour éviter tout problème éventuel. Mais en se retournant, ils ont remarqué que le slime était en train de jouer avec Papy. Le lendemain, Kurusu a dû intervenir quand Sentorea et Mia ont voulu attaquer le slime car il avait pris leurs affaires et les avait englués. Papy, qui appelait le Simsu, l'a aussi défendu, affirmant qu'elle n'avait pas fait exprès de toucher à leurs affaires. Confus, Kurusu a exigé une explication, alors Papy a expliqué qu'elle avait nommé le Simsu. L'instant d'après, Su a répété le nom, surprenant Mia, qui ne s'attendait pas à ce qu'une créature jugée sans intelligence puisse parler. Kurusu a dû préciser que Su était douée pour imiter ce qu'elle observait et entendait. Sentorea a ensuite dit qu'il fallait des vêtements pour Su, alors Kurusu lui a donné un imperméable et des bottes de pluie, car c'étaient les seuls articles qui n'absorbaient pas l'eau. Pendant que Su était distraite par Papy, Sentorea et Mia ont pris Kurusu à part et lui ont dit que s'ils ne signalaient pas le slime, ils auraient des ennuis. Kurusu a rétorqué que comme personne n'avait jamais vu de slime auparavant, rien ne garantissait qu'elle serait renvoyée chez elle. Alors qu'il réfléchissait à la situation, Kurusu a entendu Papy s'envoler avec Su et a décidé de les suivre. Il les a suivis jusqu'au bord de la rivière, où Su a remarqué l'eau et a commencé à se débattre, ce qui a fait que Papy l'a lâché pile sur Kurusu. Après l'atterrissage, Papy a demandé pourquoi elle avait fait ça, et Kurusu a expliqué que c'était parce que Su avait peur que l'eau ne l'emporte. Kurusu a ensuite demandé pourquoi Papy s'était enfui, ce à quoi elle a répondu que c'était parce qu'elle les avait entendus comploter pour la faire arrêter. Même si elle n'avait rien fait de mal, Kurusu a dit que c'était parce qu'il craignait que Su soit dangereuse puisqu'elle l'avait presque isekeisé. Mais Papy lui a rappelé qu'il avait aussi failli mourir à cause des autres. Pendant qu'il parlait encore, un groupe d'enfants s'est approché et a invité Papy à jouer avec eux, ce que Kurusu a autorisé. Alors qu'elle partait jouer avec les enfants, Kurusu est restée en retrait et a regardé, remarquant que Su s'était même jointe à eux à un moment donné. Lorsqu'ils se sont déplacés au bord de la route pour continuer à jouer, l'un des enfants est allé dans la rue pour ramasser son chapeau juste au moment où Kurusu a aperçu Truck-kun qui arrivait. Malheureusement, il était trop loin pour intervenir, mais Su l'a attrapé et a utilisé son corps pour amortir l'impact du camion. La petite fille a remercié Su de lui avoir sauvé la vie, mais ils ont alors réalisé que Su était coincée et ne pouvait plus bouger. Quand le mur a fini par céder, elle est tombée avec lui. Papy a tendu la main pour la rattraper, mais Su a lâché sa main et a chuté. Pendant un instant, Papy a cru avoir perdu son amie jusqu'à ce qu'elle entende la voix de Su. Se précipitant au bord du pont, ils ont regardé en bas et ont vu Su saine et sauve à l'arrière d'un camion. Il semblait que Kurusu avait réussi à le conduire sur place juste à temps pour la rattraper. Ils ont finalement fait leurs adieux aux enfants et Kurusu a appelé chez lui pour informer Mia et Sentorea qu'il ramenait Su avec lui, mais les a prévenus de ne pas laisser Smith apprendre l'existence de Su. Il a raccroché quand Mia a tenté de lui dire quelque chose, et quand ils sont rentrés, il s'est retrouvé face à face avec Smith. Cela a poussé Mia à convoquer une réunion d'urgence pour discuter de ce qu'il fallait faire dessus maintenant que Smith l'avait vu. Kurusu a demandé pourquoi elle essayait soudainement d'aider Su alors qu'elle voulait qu'elle parte avant, alors Mia a expliqué que cela ne la dérangeait pas qu'elle reste puisqu'il n'y avait aucune chance qu'une forme de vie inappropriée puisse le lui voler. À ce moment-là, le service de sécurité des échanges interspéciés est arrivé pour rénover la maison, mais les filles ont supposé qu'il était venu pour emmener Su, alors elles l'ont prise et ont filé. Au parc où elles sont allées, Papy s'est demandé s'il était sage d'être dehors sans Kurusu. Cela leur a fait réaliser qu'elle avait agi de manière irrationnelle et qu'elle s'était mise en danger. Sentorea a donc suggéré de se cacher derrière des buissons pour éviter d'être vue. Pendant qu'elles se cachaient, elles ont repéré des agents qui cherchaient quelque chose et Sentorea s'est demandé comment il les avait déjà retrouvés. Ses pensées ont été interrompues par Papy, qui a soudainement crié, et quand Mia a demandé quel était le problème, la fille a expliqué qu'elle s'était renversée de l'eau dessus. Mia lui a dit que ça allait sécher, mais Su a soudainement commencé à embrasser et lécher Papy pour enlever l'eau. Au même moment, un Kurusu inquiet les cherchait dans son quartier. Cependant, il a dû suspendre ses recherches pour empêcher une fille en fauteuil roulant de percuter un lampadaire. La fille, qui s'appelait Merun, a remercié Kurusu de l'avoir sauvée, et après avoir accepté ses remerciements, il lui a dit qu'il devait continuer à chercher ses amis. Étonnamment, Merun savait où se trouvaient les filles et a proposé de l'y emmener. De retour au parc, Sentorea a dit à Mia qu'elle devait attendre que les hommes partent pour trouver une autre cachette, mais Mia a fait remarquer qu'aucun endroit n'était assez grand pour cacher le gros derrière de Sentorea.
En essayant de se défendre, Centaurea a reculé dans un robinet, le cassant au passage. Juste au moment où Mia commençait à la taquiner sur son arrière-train dévastateur, Su s'est accroché au corps de Centaurea et a commencé à aspirer l'eau. Avant que Centaurea ne puisse pousser un cri de choc, Nia lui a couvert la bouche et lui a dit de supporter ça jusqu'à ce que Su ait fini. Quelques instants plus tard, Kurusu et Merun sont arrivés et ont trouvé Mia essayant d'empêcher Su de la sécher avec sa langue, mais elle a été distraite en les remarquant et Su en a profité. Quand elle a eu fini, elle a tourné son attention vers Merun, mais Kurusu l'a attrapée et mise dans un sac avant qu'elle ne puisse sauter sur la fille. Plus tard à la maison, les filles ont été surprises de voir qu'une nouvelle pièce avait été construite. Alors quand Smith est arrivé, Papy l'a remercié d'avoir laissé Su rester. Smith a feint l'ignorance, disant qu'elle ne savait pas de qui ni de quoi elle parlait. Alors Kurusu a demandé pour qui était la chambre puisqu'elle ne voulait pas reconnaître l'existence de Su. Il a eu sa réponse quand Merun est arrivé dans son fauteuil et il a été choqué quand Merun, qu'il croyait humaine, a révélé qu'elle était l'une des filles du roi Neptune. Plus tard dans la journée, Kurusu a fait visiter la maison à Merun, mais Mia est devenue jalouse en le voyant porter la fille, alors elle a essayé de les séparer. Résultat, ils sont tous les trois tombés dans les escaliers et ont cassé le fauteuil roulant de Merun. Kurusu a grondé Nia pour son imprudence, et après qu'il a remonté Merun à l'étage, Centaurea a demandé à Mia pourquoi elle avait fait ça. Elle a dit que c'était parce que Merun était sa nouvelle rivale, et Centaurea a demandé quelle preuve elle avait que Merun voulait Kurusu. Avant que Mia ne puisse répondre, Kurusu est apparu en haut des escaliers avec Merun toujours dans ses bras, et les filles l'ont entendu lui demander s'il avait une petite amie. Kurusu a essayé de répondre, mais il a glissé et a accidentellement touché ses parties intimes. Il a immédiatement essayé d'expliquer que c'était un accident, mais quand Mia a remarqué qu'il avait le haut du bikini de Merun à la main, elle s'est emportée et l'a traité de porc sans gêne. C'est Merun qui a ensuite expliqué que le mucus recouvrant son corps était la raison pour laquelle son haut avait glissé, ce qui a fait dire à Centaurea que ce mucus était probablement la raison pour laquelle Su avait essayé de l'attaquer plus tôt. Après avoir entendu cela, Nia a soudainement eu une idée et a emmené Su avec elle. Lorsqu'elle est réapparue devant Kurusu, elle était couverte de la bave de Su, alors Kurusu lui a dit de prendre un bain, ce qu'elle n'a pas aimé car elle pensait qu'il s'occuperait d'elle en la voyant dans cet état. Après son bain, elle s'est plainte à Centaurea de ses inquiétudes concernant Merun, mais Centaurea lui a dit qu'elle exagérait et qu'elle laissait sa jalousie maladive contrôler ses pensées et ses actes. Voyant que Centaurea n'était pas de son côté, Mia a décidé de prendre les choses en main et de s'en prendre à Merun. La première chose qu'elle a faite a été de monter la climatisation, espérant que le froid gênerait la petite sirène, mais elle a vite appris que les sirènes résistaient aux températures élevées. C'est Mia qui a fini par geler, mais elle a refusé d'abandonner et a tenté un Tok no Jutsu pour convaincre les autres de se joindre à sa cause vengeresse. Son plan n'a pas fonctionné car Papy est allé demander à Merun de jouer aux jeux vidéo, laissant Mia se sentir trahie. Sans le savoir, Merun a demandé à Papy si Kurusu était célibataire, et la jeune fille, naïve, a répondu qu'elle n'en savait rien. La question a rendu Centaurea sceptique. Elle a donc demandé à Merun ses intentions envers Kurusu et Merun a avoué qu'elle voulait être l'Ariel de son prince Eric. Elle a ensuite demandé à Centaurea si elle était la petite amie de Kurusu, la prenant au dépourvu, mais elle a vite repris son calme et a nié, disant qu'elle était sa servante. Cela a poussé Merun à comparer Centaurea à un brave chevalier médiéval farouchement fidèle à son maître, et Centaurea a commencé à la voir sous un autre jour. Réalisant que Centaurea était passé dans le camp ennemi, Mia a dit à Merun qu'elle ne perdrait pas Kurusu pour un poisson qui parle, et Merun a répondu qu'elle n'avait pas l'intention de le lui voler. Quand Kurusu est entré, Merun lui a demandé de l'emmener dans sa chambre, et après leur départ, Centaurea a dit à une Mia furieuse qu'elle n'avait pas le droit d'être en colère car si elle n'avait pas cassé le fauteuil de Merun, Kurusu ne la porterait pas partout. Mia a alors avoué qu'elle avait toujours rêvé d'être portée comme une princesse par son prince. Cependant, Centaurea ne voyait pas comment cela serait physiquement possible, étant donné qu'elle faisait 2 fois la taille de Kurusu. Quand Mia a commencé à se plaindre que Merun voulait juste séduire Kurusu avec ses tenues légères, Centaurea lui a suggéré de mettre un bikini. Pendant ce temps, chez Merun, elle a demandé à Kurusu s'il avait une petite amie. Curieux, il a demandé pourquoi elle s'intéressait tant à sa vie amoureuse. Mais avant qu'elle ne réponde, Mia a surgi dans un maillot de pièces très échancré qui contenait à peine sa poitrine imposante. Elle leur a dit qu'elle voulait aller nager et a invité Kurusu à la rejoindre, mais il a poliment décliné. Étonnamment, Mia n'a pas semblé s'en soucier, trop occupée à savourer avec suffisance le fait que, pour une fois, elle montrait plus de peau que Merun. À ce moment-là, Centaurea est entrée, et quand Mia l'a vue, elle a piqué une crise et a demandé pourquoi elle montrait plus de peau qu'elle. Centaurea a répondu que ce n'était pas sa faute si elle avait été gâtée par les dieux du scénario.
C'est alors que Papy a émergé de sous la cape de Centuria et a demandé si quelqu'un avait vu su. Centuria l'a pressé de sortir convenablement, mais Papy a replongé dessous, tirant la cape vers le haut et exposant accidentellement Centuria. Rouge de honte, Centuria s'est vite enfuie de la pièce en plaquant la porte derrière elle. Pendant ce temps, Mia s'est de nouveau tournée vers Kurusu et Murun juste à temps pour les voir sauter dans la piscine, enlacés l'un à l'autre. Jalouse et impulsive, Mia a sauté après eux, mais l'eau était bien plus froide et profonde qu'elle ne l'imaginait. Alors qu'elle coulait, le froid l'a submergée et elle a commencé à perdre connaissance. Dans le brouillard, elle a entendu Kurusu l'appeler, et peu après, elle a ouvert les yeux pour se retrouver dans ses bras alors qu'il refaisait surface. Reconnaissante, elle l'a remercié doucement, et Murun, visiblement inquiète, a tendrement serré Mia dans ses bras. Soudain, Su s'est jeté sur la tête de Kurusu, s'y agrippant fermement. Murun a noté calmement que Su était sans doute déshydratée, ce qui expliquerait son comportement agressif de tout à l'heure. En entendant cela, Mia a ressenti un élan de culpabilité pour la façon dont elle s'était comportée. Finalement, les deux filles sont allées prendre un bain ensemble. Mia en a profité pour s'excuser de sa jalousie, mais Murun a dit qu'elle n'avait même rien remarqué. Déterminée, Mia a déclaré qu'elle continuerait à se battre pour avoir une chance d'épouser Kurusu. En réponse, Murun a dit qu'elle l'encouragerait volontiers tant que Mia accepterait qu'elle soit la maîtresse de Kurusu. Quelques jours plus tard, alors que Mia se prenait pour Gordon Ramsay, son plat a pris feu, mais elle a refusé l'aide de Kurusu et l'a éteint elle-même. Elle a ensuite annoncé qu'elle s'occuperait de la cuisine désormais et a commencé à s'imaginer mariée à Kurusu. Elle a été tirée de sa rêverie délirante quand Kurusu a mentionné que la casserole débordait. Surprise, elle a saisi la casserole à main nue et a crié de douleur en se brûlant. Kurusu se tenait devant sa porte, essayant de la convaincre de sortir. Il l'a rassurée en disant qu'elle n'était pas la première à rater un plat et l'a encouragée à réessayer. Cependant, Nia a insisté sur le fait qu'elle allait bien et lui a demandé de partir. Avant de s'en aller, Kurusu a repéré quelque chose de brillant sur le sol et s'est demandé si c'était un morceau de papier. Pendant ce temps, l'inquiétude de Mia pour ses mains brûlées a pris le dessus et elle s'est précipitée hors de la chambre, bousculant Kurusu. Alors que Kurusu se relevait, il a été surpris par la queue de Mia et a réalisé qu'elle était en train de muer. Mia était mortifiée, sanglotant dans son oreiller. Elle a avoué, d'une voix à peine audible, qu'elle avait besoin d'aide pour retirer sa peau à cause de ses mains brûlées. Kurusu a tenté de la rassurer, en lui rappelant qu'il l'avait déjà vue sans vêtements. Cependant, Mia soutenait qu'être vue nue était préférable à être vue en train de muer. Pourtant, Kurusu a insisté pour l'aider, et alors qu'il décollait la peau, elle a enroulé sa queue autour de son cou car il a touché son point sensible. Cela n'a pas arrêté Kurusu, et après avoir retiré le dernier morceau de peau, il a dit à Mia de s'allonger sur le dos pour qu'il puisse retirer celle de devant. Avant cela, Mia lui a couvert les yeux avec sa queue pour l'empêcher de voir l'entrée découverte de sa chambre des secrets. Pendant que Kurusu travaillait, il a de nouveau touché le point sensible de Mia, ce qui l'a poussé à repousser ses mains, mais il n'a pas arrêté. Elle lui a ensuite dit de peler par la droite, sans préciser de quelle droite elle parlait, alors Kurusu a accidentellement mis ses mains dans son entrée. L'idiot n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire, et avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Mia a tordu son corps, manquant de l'envoyer dans l'autre monde. Pour remercier Kurusu, Mia lui a préparé un dîner, et quand Kurusu l'a vu, il était sûr que ce serait son dernier repas. Cependant, il était trop gentil pour lui dire que sa nourriture était immangeable, alors il a tout mangé. Il a fini de manger juste au retour des autres, et Centaurea a demandé pourquoi la maison sentait la décharge, ce à quoi Mia a fièrement répondu que c'était sa cuisine. Inquiète, Centaurea a demandé si elle avait pris la recette dans un livre, et Mia a dit qu'elle avait appris en regardant Kurusu cuisiner. Elle a révélé à Kurusu que les filles avaient été les premières à goûter le plat, ce qui expliquait pourquoi elle semblait avoir vomi frites et boyaux toute la journée. Kurusu lui a demandé si elle avait goûté elle-même, et elle a répondu que non car elle perdait toujours l'appétit pendant sa mue. Un autre jour, quand Kurusu est rentrée, Papy l'a informé qu'elle était sur le point de pondre un œuf. Aussitôt, les filles se sont jetées sur lui, pensant qu'il s'était passé quelque chose entre eux, mais Papy a expliqué que c'était un œuf non fécondé, alors elles se sont excusées. L'instant d'après, quelqu'un a sonné à la porte et quand Kurusu a ouvert, il a vu un homme à l'allure louche. Pour une raison inconnue, l'homme, Kasegi, savait que Papy allait pondre et a dit vouloir l'inclure dans son documentaire sur les échanges interespèces. Au lieu de l'envoyer balader, ils l'ont laissé entrer pour les interviewer et il a demandé à voir la chambre de chaque fille. Murun fut la première à lui montrer sa chambre et alors qu'il la filmait en train de nager dans la piscine, il lui a demandé sans gêne si elle portait des sous-vêtements. Nia a fait remarquer que sa question était aussi louche que lui
mais il a juré que c'était uniquement pour le bien du documentaire. Il a ensuite demandé à Meroun de montrer comment elle sortait de l'eau, mais son haut a glissé, dévoilant sa poitrine à tout le monde. Elle a replongé dans l'eau par embarras, et Kurusu a réprimandé l'homme pour avoir filmé Meroun ainsi, mais il a assuré qu'il couperait ça au montage. Ils sont ensuite allés dans la chambre de Santorea, et alors qu'elle tentait de faire visiter la pièce, il l'a coupée pour lui demander si elle portait des protège-sabots. Santorea a répondu que son espèce ne portait pas de sous-vêtements, alors l'idiot cultivé a saisi ses seins sans prévenir, prétendant vouloir vérifier si elle disait la vérité. Aussitôt, Santorea a dégainé son épée pour l'attaquer, mais Kazuji a dit qu'il faisait ça pour obtenir des réponses pour le public qui voulait savoir. Après cela, il est allé dans la chambre de Mia et lui a aussi demandé si elle portait des sous-vêtements. Quand Mia a dit que oui, il a zoomé sur elle et lui a dit de lui montrer, mais elle a repoussé sa caméra vers le sac contenant sa peau de mue. En le voyant, Kazuji a demandé s'il pouvait la voir, mais Mia a refusé, alors il lui a dit qu'il la voulait pour des recherches utiles pour l'aider à épouser un humain. À la mention du mariage, Nia a cédé et a donné sa peau de mue à Kazuji. Juste après, Meroun est venu les informer que Papy allait pondre son œuf, alors ils sont tous allés dans sa chambre et Kazuji a installé sa caméra. Il a demandé à Papy de lever sa jupe et a dit à Kurusu de se mettre derrière elle pour lui enlever sa culotte afin de filmer l'œuf qui sortait. Il s'est ensuite dit que vendre les images non censurées le rendrait immensément riche. Cependant, il n'avait pas réalisé que Su avait fixé un tentacule sur sa tête et répétait tout ce qu'il pensait tout haut, révélant ses mensonges. Agacés, les filles ont exigé qu'il leur donne toutes les images filmées, ainsi que la peau de Mia, mais Kazuji a refusé, affirmant qu'elle lui appartenait. Voyant cela, Kurusu lui a lancé un œuf ordinaire, et alors que Kazuji se précipitait pour l'attraper, Kurusu a frappé l'idiot au visage. Alors que les filles louaient l'héroïsme de Kurusu, Meroun a attiré leur attention sur Papy, qui était sur le point de pondre son œuf. Tout le monde s'est rassemblé pour l'encourager, mais Nia a couvert les yeux de Kurusu avec sa queue, refusant de le laisser regarder. Ce soir-là, en attendant que Mia finisse le dîner, Smith, passé plus tôt, a dit discrètement à Kurusu que le nom et l'adresse sur la carte du prétendu réalisateur étaient faux, mais a promis d'enquêter. Après cela, Kurusu a demandé à Papy où elle avait mis son œuf et elle a répondu qu'elle l'avait placé dans le réfrigérateur. Kurusu a prévenu que c'était risqué car quelqu'un pourrait le confondre avec un œuf ordinaire et le cuisiner. À ce moment-là, Nia est apparue avec un œuf à la main et a annoncé qu'ils allaient manger des œufs durs. Pendant ce temps, ailleurs dans un appartement, Kazuji enroulait du fil tout en déplorant ses pertes. Une demi-humaine araignée, le remarquant, lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Il lui a sèchement dit de se taire et de ne pas faire la maligne car son fil lui rapportait gros. Lorsqu'il a exigé qu'elle range le fil au même endroit, elle l'a emballé dedans à la place. Un autre jour, quelque part en ville, des orques ont pris en otage les employés et les clients d'une librairie. La police ne pouvait rien faire à cause de la loi sur les espèces, alors Smith a dit au chef de la police de tout laisser à son équipe. Le chef n'était pas ravi de confier le travail à Smith, vu son incompétence et sa négligence passée, mais il a accepté faute d'autre choix. À ce moment-là, des coups de feu ont retenti à l'intérieur du magasin. Il s'est avéré que le chef des orques a senti quelqu'un caché dans le plafond et a tiré sur elle. Après sa chute, il a contacté le centre de commandement pour les informer qu'il s'était débarrassé de l'agent envoyé. Cela a agacé le chef, mais avant qu'il ne s'emporte, Smith lui a demandé de se calmer, l'assurant que tout se passait comme prévu. De retour dans le magasin, les orques ont traîné une lycéenne cachée vers l'entrée, et quand elle a vu l'agent mort, elle a hurlé. Elle a tenté de s'enfuir, mais la porte était bloquée, et alors qu'elle se débattait en tirant sur les stores, le chef s'est approché d'elle. Sans qu'il le sache, les stores ouverts ont permis aux tireurs d'élite postés sur un immeuble lointain de viser la librairie et d'ouvrir le feu. Les tirs ont détruit les armes des orques avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passait. Alors qu'ils cherchaient quoi faire, quelqu'un en armure a défoncé le mur et a neutralisé les orques les plus proches. Ce n'est qu'après avoir aidé les otages à s'échapper et retirer son armure qu'ils ont réalisé que leur assaillant était une ogresse. Les porcs se sont recroquevillés de peur, mais leur chef leur a dit d'arrêter de lui faire honte et de se comporter en homme. L'instant d'après, l'agent mort est revenu à la vie et a ouvert le feu sur eux. Un orque est arrivé derrière elle et a tenté de l'étrangler, mais elle a retourné son arme contre elle-même et lui a tiré dessus. Heureusement, c'était des balles en caoutchouc, il n'a donc pas été blessé. Cependant, il voulait savoir comment elle était encore en vie, alors elle a révélé qu'elle était un zombie. Lorsqu'elle s'est tournée vers le chef, celui-ci a tenté d'utiliser la lycéenne comme bouclier. La fille a soudainement levé la jambe et l'a frappée au visage avant de se transformer en une fille aux longs cheveux argentés.
Leurs identités étant révélées, Smith, qui venait d'entrer, les a présentés comme Mon, une équipe de demi-humains formée pour traiter les cas impliquant d'autres demi-humains. Elle a ensuite braqué son arme sur le chef et a exigé qu'il se rende, ce qu'il a fait. Cependant, il lui a dit que tout ce qu'il pouvait faire, c'était l'expulser. En réponse, Smith lui a soudainement tiré dessus. Il l'a accusé de violer les lois sur les échanges, mais Smith a répondu calmement que ce n'était pas elle. C'est alors qu'il a réalisé que la demi-humaine métamorphe avait pris l'apparence de Smith. Plus tard, Kazuji, toujours enveloppé dans une toile d'araignée, a réussi à appeler la police, qui a envoyé les filles de Mon. Malheureusement, elles n'ont pas pu capturer la demi-humaine araignée après qu'elle se soit éclipsée de la maison en évitant le tireur d'élite. Pendant ce temps, chez Kurusu, Smith a averti les filles d'être prudentes car une demi-humaine araignée fugitive était en cavale. À ce moment-là, elles ont remarqué Papy et Su apportant divers objets et se sont demandé où elle les avait trouvés. Les filles ont expliqué les avoir trouvés devant la maison. Tout le monde s'est précipité dehors et a vu les objets, remarquant la chaussure de Kurusu parmi eux. À ce moment-là, Kurusu s'est réveillé dans un entrepôt désaffecté et s'est demandé pourquoi il était suspendu au plafond par les pieds. Son ravisseur s'est avéré être la demi-humaine araignée et elle s'est présentée sous le nom de Rachnera. Imperturbable, Kurusu lui a demandé de le détacher car son cerveau était sur le point d'être inondé par son sang. Rachnera l'a détaché et quand il a essayé de l'éviter parce qu'il avait remarqué ses formes, elle a supposé qu'il avait peur d'elle. Avant qu'elle ne parle, un garde est entré, alors elle a saisi Kurusu et a grimpé au plafond. Leur proximité a fait réagir le corps de Kurusu, et quand elle l'a remarqué, elle a commencé à le taquiner. Il a tenté de parler, mais elle l'a bâillonné avec ses toiles, le garde n'a entendu que des bruits étouffés et a fui. Seul, Rachnera s'est enhardi et a poussé le visage de Kurusu contre sa poitrine, puis l'a lâché en le voyant tout rouge. Pendant qu'il pendait au plafond, elle s'est excitée, et alors qu'elle jouait avec lui, Kurusu a lutté pour ne pas jouir. Désespéré, il a mordu la toile pour se libérer, mais il n'est pas tombé car ses pieds étaient encore liés. Finalement, Rachnera l'a libéré et au lieu de fuir, il a demandé pourquoi elle n'était pas dans sa famille d'accueil. Elle a expliqué que sa famille l'avait vendue à Kazuji, qui profitait d'elle pour gagner de l'argent. Il a tenté de compatir, mais elle a dit ne pas vouloir de sa pitié et qu'il était comme tous les autres. Quand elle a dit qu'il n'aimait que son côté humain, Kurusu l'a surprise en disant qu'elle avait des jambes superbes. Rachnera l'a traité de pervers cultivé et de perdant inexpérimenté vu à quel point elle l'avait troublé. Soudain, une lumière vive a envahi les lieux et on a entendu la voix de Smith depuis l'extérieur. Au début, Kurusu n'a pas compris pourquoi Smith venait avec ses agents, mais Rachnera a dit que c'était pour elle. En entendant cela, il lui a conseillé de fuir, mais elle a refusé, disant que son aide la faisait l'apprécier davantage. Plus tard, au calme, Smith s'est excusé auprès de Rachnera de l'avoir négligée et d'avoir laissé Kazuji la maltraiter. Rachnera a alors suggéré de rester avec Kurusu, ravissant Smith qui ne voulait pas stresser à lui chercher un foyer. Peu après l'arrivée de Rachnera, Mia a tenté de liguer les filles contre elle, la voyant comme sa nouvelle rivale. Cependant, elle a remarqué qu'elle s'entendait bien avec Rachnera. Santorea était la seule à ne pas flatter l'araignée, mais aux grandes dames de Mia, elle a dit accepter sa présence. À ce moment, Kurusu a fini la vaisselle et a voulu sortir, mais Santorea s'est mise à le suivre de très près. Quand il a demandé si ça allait, Santorea a dit faire son devoir de servante et qu'elle le suivrait partout. Kurusu a alors dit maladroitement devoir aller aux toilettes, et Santorea s'est retournée, toute gênée. Devant la porte des toilettes, Nia a tenté de convaincre Santorea qu'on ne pouvait pas faire confiance à Rachnera. Santorea lui a répondu de ne pas agir comme les humains et d'arrêter de juger les autres sur les apparences. Soudain, elles ont entendu Kurusu crier, ce qui les a poussées à se précipiter dans les toilettes pour voir. En entrant, elles ont trouvé Kurusu ligoté avec Rachnera à ses côtés, mais elle n'a donné qu'une vague explication. Plus tard cette nuit-là, Kurusu allait se coucher quand il s'est retrouvé piégé dans la toile de Rachnera. Rachnera a sauté du plafond et a annoncé qu'elle voulait lui apprendre comment devenir un homme. À l'aide de ses toiles, elle a scellé la porte pour éviter toute interruption, mais avant qu'elle ne puisse commencer, Santorea a forcé la porte, a sorti Kurusu de la toile et a sauté par la fenêtre. Alors qu'il galopait dans la rue, Santorea a remarqué que les gens les regardaient bizarrement. Kurusu a essayé de lui dire que leur attention se portait surtout sur ses seins qui ballottaient, mais elle ne lui a pas laissé le temps de s'expliquer. Elle était occupée à se réprimander pour avoir jugé Rachnera sur son apparence, tout comme les humains les jugeaient souvent. Lorsqu'ils se sont enfin arrêtés, il est descendu de son dos, mais le même couple agaçant qui semblait toujours croiser Kurusu est arrivé avec un groupe de personnes. Ils ont ri en voyant Santorea et ont commencé à se moquer d'elle, en faisant des commentaires stupides et désobligeants.
Kurusu a tenté de la défendre, mais Santorea a insisté sur le fait qu'il ne devait pas perdre son temps avec des moins que rien. Le groupe a ensuite tourné son attention vers Kurusu, alors Santorea a sorti son épée pour les menacer, mais l'homme a ri et lui a rappelé que la loi était de son côté. L'instant d'après, certains de ses amis ont attrapé Kurusu et d'autres se sont saisis de Santorea. Cependant, avant qu'il ne puisse lui faire quoi que ce soit, Rachnéra est intervenu, l'attachant lui et ses amis. Bien qu'effrayé, il a essayé de faire bonne figure et a dit qu'il les dénoncerait à la police. Rachnéra s'est approché de lui et l'a mis au défi de tenter sa chance, mais il a eu tellement peur qu'il s'est évanoui. Lorsque Santorea a mentionné qu'elle pourrait avoir des ennuis pour avoir blessé Kurusu, Rachnéra a balayé ses inquiétudes, disant que tout irait bien tant que personne ne le saurait. Santorea l'a alors remercié, mais Rachnéra n'a pas répondu car elle était trop occupée à ligoter Kurusu. L'instant d'après, elle a suggéré de trouver un motel pour passer la nuit, mais Santorea, ne faisant pas confiance à la fille araignée pour ne pas toucher à l'engin de Kurusu, a frappé Rachnéra et a repris Kurusu. Cela a fait râler Rachnéra, mais Santorea s'en moquait, et dans un moment de tension, elle a soudainement crié qu'elle détestait Rachnéra. Déjà habituée à avoir des détracteurs, Rachnéra a simplement ri et a dit qu'elle était contente que Santorea dise enfin ce qu'elle pense. Elle a admis qu'elle n'aimait pas que les gens fassent semblant de s'entendre et a dit à Santorea qu'il n'y avait pas de mal à ne pas aimer quelqu'un. Santorea a été déconcertée, et en regardant Rachnéra et Kurusu s'éloigner, elle a réalisé que Rachnéra était quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Le lendemain, Kurusu a eu de la fièvre, alors Mia a décidé que ce serait elle qui le soignerait. Cependant, Smith a fait irruption par la fenêtre et a ordonné aux filles de sortir de la chambre. Elle a expliqué qu'il pourrait avoir contracté un virus et que s'il n'était pas mis en quarantaine, il pourrait se propager aux filles et potentiellement causer une pandémie. Smith a alors déclaré qu'elle assumerait la responsabilité de le soigner. Malheureusement, elle s'est avérée aussi utile qu'un pistolet sans balle, car elle n'a pas tardé à s'endormir. Voyant cela, Nia a insisté pour s'occuper elle-même de Kurusu, mais Santorea lui a rappelé le danger d'infection. D'un autre côté, Murun a pensé que ce serait l'occasion idéale de réaliser sa fin tragique. L'ignorant, elles ont décidé d'envoyer la seule personne qui ne risquait pas d'être infectée, Su. Su a frappé à la porte de Kurusu et il l'a invité à entrer, pensant par erreur qu'il s'agissait de Santorea. Quand il a vu Su, il a été surpris, car il ne s'attendait pas à ce que les filles utilisent la capacité de mimétisme de Su à leur avantage. Elle lui avait appris à s'occuper de lui, et non seulement à imiter leur voix, mais aussi la façon unique de chaque fille de prendre soin de lui. Ce n'est que lorsque Su a lu les pensées de Kurusu qu'elle a découvert qu'il était tombé malade parce qu'il était sorti sous la pluie pour la chercher. En continuant à lire ses pensées, elle a réalisé qu'il avait besoin d'eau, alors elle lui en a donné. Quand Kurusu a repris ses esprits, il a remarqué qu'elle était en train de l'allaiter. Surpris, il a reculé et s'est rendu compte qu'il se sentait mieux. Il a ensuite demandé à Su si c'était elle qui s'était occupée de lui, mais elle est restée silencieuse. Alors qu'il l'a remerciée, les filles ont fait irruption dans la pièce, demandant s'il allait bien. Kurusu a répondu qu'il allait bien grâce à Su, ce qui les a poussées à la féliciter. Puis, à la surprise générale, Su a pris la parole. Elle s'est excusée auprès de Kurusu d'être la cause de sa maladie et lui a déclaré son amour. Alors que les autres étaient étonnés par sa capacité à parler, Nia était particulièrement inquiète de la déclaration d'amour de Su. À ce moment-là, Smith est entré dans la pièce et a demandé pourquoi tout le monde était là. Cependant, avant qu'il ne puisse répondre, elle a éternué, incitant tout le monde à garder ses distances. Quelques jours plus tard, Kurusu a retrouvé Smith dans un café pour discuter de certains problèmes. Cependant, les deux n'avaient aucune idée que les filles avaient secrètement suivi Kurusu. Alors qu'elle les observait de l'extérieur, Mia s'est plainte que Kurusu la trompait, mais Santorea lui a dit d'arrêter de faire comme s'ils étaient vraiment ensemble. De plus, elle a dit qu'elle n'avait aucun moyen de savoir pourquoi Smith et Kurusu se voyaient car elle ne pouvait pas entrer dans le café sans attirer l'attention. Soudain, elles se sont tournées vers Su et ont eu une idée qui consistait à exploiter le pauvre Slim. Elles ont tenté d'utiliser sa capacité pour espionner Smith et Kurusu afin de savoir s'il avait vraiment un rendez-vous. Malheureusement, leur mission ne se passait pas bien et elles ont dû faire face à de nombreux défis. Mia a été la seule à réussir à s'approcher de leur cible, mais elle les a perdus lorsqu'ils sont entrés dans un Love Hotel. Alors qu'elle rôdait, Rachnéra est soudainement apparue et l'a fait sursauter, la traitant de pathétique pour avoir espionné Kurusu. Ignorant ses paroles, Mia a demandé pourquoi Rachnéra l'avait suivie, et Rachnéra a révélé qu'elle était motivée par les mêmes raisons pour lesquelles elle avait suivi Smith et Kurusu. Rachnéra a ensuite attaché ses toiles aux fenêtres et les a utilisées pour écouter les conversations en dessous. Lorsqu'elle a localisé Smith et Kurusu grâce à leur voix, elle s'est déplacée pour les interrompre.
Mia a essayé de l'arrêter, mais Rachna était déterminée à les surprendre dans une situation compromettante pour s'en servir comme moyen de chantage. Alors que Mia tentait de faire descendre Rachna, la fenêtre s'est soudainement ouverte et elles ont été tirées à l'intérieur. À leur grande surprise, elles se sont retrouvées face à toute l'escouade Mon, y compris Smith et Kurusu. Smith a expliqué plus tard que Kurusu avait reçu une lettre de menace et qu'elle avait organisé un faux rendez-vous pour débusquer le coupable. Cependant, puisque les filles avaient décidé de s'incruster, elle a suggéré que Kurusu emmène plutôt les filles en rendez-vous pour voir si le coupable agirait. Le premier rendez-vous était avec Nia et Meroun. Cependant, Nia a clairement fait savoir qu'elle n'aimait pas l'idée que Meroun soit là. Meroun, de son côté, a assuré à Mia qu'elle n'était là que pour jouer les entremetteuses et rien de plus. Kurusu a tenté de les prévenir d'agir normalement quand il a remarqué Tio, censé être leur garde du corps, qui attirait l'attention par sa taille. Ils se sont rendus à l'aquarium, où le personnel a traité Meroun comme une reine. À l'intérieur, Meroun leur a donné un pass gratuit puis les a laissés explorer par eux-mêmes. Ils ont visité plusieurs expositions, et devant l'une d'elles, Nia a montré 2 poissons qui semblaient s'embrasser. Cela a mené à un moment intense entre elle et Kurusu, et juste avant qu'ils ne s'embrassent, Meroun est apparu, les interrompant pour parler des poissons. Ils se sont brusquement écartés, et Nia, furieuse, a tenté d'étrangler Meroun. Ensuite, ils sont allés au spectacle de dauphins, où ils ont découvert que Meroun faisait partie du spectacle. Alors que Mia disait à Kurusu de ne pas attirer l'attention, Meroun l'a interpellé depuis la scène, ce qui l'a gêné. Pendant le spectacle, Kurusu admirait Meroun et n'a pas remarqué que Mia était partie, jalouse. En râlant contre Kurusu, elle a bousculé un homme lézard, qui l'a invité à passer du temps avec lui. Tio a informé Smith et l'a prévenu de surveiller Nia, car le coupable pourrait viser les filles en utilisant Kurusu comme excuse. Alors que Mia et l'homme lézard étaient sur un bateau au milieu d'un lac, Mia a raconté son rendez-vous avec Kurusu. L'homme lézard a exprimé son mépris, traitant Kurusu d'abruti pour avoir emmené une autre fille. Mia a défendu Kurusu, mais l'homme lézard l'a critiqué pour avoir cru les paroles d'un humain sans valeur. Ce changement soudain d'attitude a surpris Mia, mais elle n'en a rien dit. L'homme lézard a insisté sur le fait qu'ils devaient être ensemble, affirmant que si Kurusu était l'obstacle, il l'éliminerait. Cela a poussé Mia à lui demander pourquoi il était si délirant et possessif. De plus, elle a souligné que bien que les hommes lézards ressemblent aux serpents, ils ne sont pas pareils. Mais l'homme lézard a révélé être un dragon triton, rappelant à Mia que le coupable avait signé d'un dé. Dès qu'il a voulu la toucher, Kurusu a foncé sur eux avec un pédalo. Après avoir aidé Mia à sortir de l'eau, le dragon triton furieux s'est approché à la nage et a commencé à hurler. Lassé de ses cris inutiles, Mia lui a lancé une canette, le faisant retomber dans l'eau. Kurusu s'est approché et a essayé d'aider le triton à enlever ses vêtements mouillés. Cependant, en déboutonnant sa chemise, il a été surpris de découvrir que le dragon triton était en fait une fille. Gênée, elle s'est vite couverte et a avoué qu'elle avait approché Mia car elle voulait devenir son amie. Mia a demandé pourquoi elle avait envoyé la lettre de menace, mais la fille a nié et s'est envolée en jurant de se venger. Sentant quelque chose la piquer dans la veste de Kurusu sur son épaule, Mia est devenue curieuse. Kurusu a sorti l'objet et lui a demandé de se retourner. Quand elle l'a fait, il lui a mis un collier autour du cou, disant qu'il pensait que ça lui irait bien. Folle de joie, elle l'a serré dans une étreinte à lui briser les os. Pendant ce temps, Smith avait capturé la dragonne et découvert que ce n'était pas elle qui avait envoyé la lettre. Comme leur premier plan pour capturer le mystérieux dé avait échoué, Smith a élaboré un nouveau plan. Cette fois, elle a fait organiser par Kurusu un barbecue en pleine forêt avec Papy et Su, tout ça parce que Papy avait dit vouloir visiter l'endroit. Par curiosité, Kurusu a demandé à Papy pourquoi elle voulait venir ici, et la cervelle d'oiseau a répondu qu'elle ne s'en souvenait plus. Détournant son attention d'elle, Kurusu a remarqué que Zombina, leur garde du corps du jour, se régalait de toute la viande qu'il avait grillée. Kurusu s'est précipité vers elle, lui demandant si elle était Luffy déguisée, et alors qu'ils se disputaient pour la viande, ils ont entendu un grand bruit avant qu'un affreux monstre n'apparaisse. Quand il a attaqué, Kurusu a attrapé les filles et s'est enfui, mais n'a pas manqué de noter que le monstre ressemblait à un arbre mutant. En entendant cela, la lumière est revenue dans le cerveau de Papy, et elle s'est soudain souvenue pourquoi elle avait insisté pour venir dans la forêt. L'instant d'après, Kurusu a été happé par le monstre. Il a donc lâché Su et lui a demandé d'aller chercher de l'aide. Le monstre a tenté de l'arrêter en lui marchant dessus, mais Su s'est écarté à temps et est tombé accidentellement dans une cuve de déchets toxiques.
Comme elle n'était plus perçue comme un problème, le monstre arbre a ouvert sa tête pour révéler qu'il s'agissait d'une hydre. Alors qu'elle commençait à étouffer Kurusu, Papy s'est adressé à elle en l'appelant Ki et l'a supplié de ne pas lui faire de mal. Surpris, Kurusu a interrogé Papy sur sa relation avec son agresseur et elle a expliqué qu'elle avait planté Ki dans la forêt après l'avoir trouvé sur le bord de la route. Kurusu a ensuite demandé pourquoi Ki était devenue si grande et Papy a répondu que c'était probablement parce qu'elle avait absorbé des déchets toxiques dans le coin. Après s'être libéré, Papy a essayé de convaincre Ki de laisser partir Kurusu. Mais comme l'hydre était très confuse, elle n'a pas reconnu Papy et l'a frappé. Kurusu a averti Papy d'être prudente, mais elle a dit que Ki était en colère parce qu'elle l'avait oublié et qu'elle devait donc arranger les choses. Su a tenté de s'approcher à nouveau, mais Ki l'a frappé, l'envoyant valser à travers la forêt. Heureusement, elle a atterri sur Su, qui s'était transformée en une sorte de Godzilla, et après s'être assurée que Papy allait bien, elle s'est approchée de Ki et a récupéré Kurusu. Elle a ensuite dit à Kurusu qu'extraire les déchets toxiques de Ki était le seul moyen de la calmer, lui faisant réaliser que les déchets toxiques ne l'avaient pas seulement fait grandir, mais l'avaient aussi rendue intelligente. Alors que Su et Ki se battaient, Papy et Kurusu s'accrochaient pour rester en vie jusqu'à ce que Papy soit éjecté et atterrisse sur les formes rebondies de Ki. Assise là, elle a décidé que le seul moyen d'extraire les toxines de Ki était de téter ses formes. Quand Ki l'a repoussée, elle a supplié Kurusu de prendre le relais et de sauver Ki, ce qu'il a fait. Peu après, Smith est arrivé, et après que Kurusu lui a dit que les déchets toxiques avaient fait perdre le contrôle à Ki, il l'a supplié de ne pas la punir pour ça. Smith a dit qu'elle ne le ferait pas et l'a informé qu'il n'avait pas envoyé la lettre parce qu'elle ne savait pas écrire. Elle a ensuite promis de nettoyer les déchets et a demandé à Ki si elle voulait rester dans la forêt, ce à quoi elle a répondu oui. Quelques jours plus tard, Kurusu emmena Santorea en rendez-vous, mais elle portait une armure complète, attirant inutilement l'attention sur eux. Cependant, elle s'en moquait. Manako, garde du corps du môme pour la journée, appela Santorea et lui conseilla de retirer son armure. Mais la centaure refusa de l'écouter. À ce moment-là, une fillette s'approcha de Manako et lui demanda ce qu'elle faisait. Manako tenta de cacher son œil, mais la petite le remarqua et s'enfuit, traumatisée. Manako fut perturbée par cette rencontre, mais la fillette se cacha derrière une porte et rit, disant qu'elle ne voulait pas que Manako interfère avec ses plans pour Santorea. Pendant ce temps, Kurusu et Santorea faisaient un pique-nique. Alors que Kurusu croquait dans les sandwichs qu'elle avait préparés, Santorea lui demanda s'il les aimait. Kurusu répondit que oui, même si son expression suggérait le contraire. À ce moment-là, Rashnora, qui avait volé un sandwich, dit à Kurusu d'arrêter de mentir et d'admettre que les sandwichs de Santorea avaient un goût de sueur. Déçue par cette critique, Santorea s'excusa et s'en alla. Lorsqu'elle s'arrêta près d'un arbre, Lilith vola devant son visage et l'hypnotisa. Quand Kurusu la trouva dans son état d'hypnose, elle tenta de le maîtriser. Malgré ses efforts pour l'arrêter, son corps le trahit, provoquant un grave saignement de nez. Lilith regardait derrière des buissons, étonnée que son hypnose ait si bien fonctionné. Soudain, elle entendit un bruit, et en se retournant, elle se retrouva face à un sanglier auquel Pumba aurait aimé ressembler. Sursautant, elle s'enfuit en hurlant, poursuivie par le sanglier. Ce vacarme aida également Santorea à reprendre ses esprits. Kurusu remarqua la situation de Lilith et jeta sa veste à la figure du cochon, le faisant s'écraser contre un arbre. Le croyant inconscient, il lui tourna le dos, mais le sanglier se releva vite et tenta de l'attaquer. Heureusement, Santorea réussit à l'assommer à l'aide d'une bûche. Kurusu la félicita pour sa bravoure, mais Santorea sentit qu'elle ne lui avait causé que des ennuis et insista sur le fait qu'elle n'était pas digne de rester à ses côtés. Au lieu de lui répondre, Kurusu monta sur son dos, prétendant s'être foulé la cheville. Santorea fit remarquer qu'elle n'était utile qu'en tant que simple cheval. Cependant, Kurusu la serra dans ses bras et l'assura que, quelle que soit son utilité perçue, elle ne pourrait jamais être aussi inutile que Yamcha. Pendant ce temps, Rashnera avait ligoté Lilith et décidé de prendre tout son temps pour la torturer. Le plan pour débusquer le mystérieux dé se poursuivit et cette fois, Kurusu dut sortir avec les filles de l'escouade Mon. Le premier rendez-vous fut avec Tio et Kurusu faillit mourir d'épuisement à force d'être traîné d'un endroit à l'autre. Elle l'emmena dans un magasin de vêtements et lui demanda son avis sur la robe. Tio était plus grande que lui, alors quand il se retourna, il se retrouva face à sa poitrine presque nue et son cerveau bugga. Tio s'empressa d'aller dans la cabine d'essayage après s'être offusqué de la réaction de Kurusu, mais lorsqu'elle commença à avoir du mal à enlever la jupe, restée coincée au niveau de ses hanches, elle dut l'appeler à l'aide. En tirant sur la jupe, il baissa accidentellement ses sous-vêtements aussi, exposant ses fesses. Mortifié, Kurusu s'excusa abondamment et s'assit à l'extérieur. Tio continua de sangloter, déplorant qu'elle adorait la jupe,
mais qu'elle ne la trouvait pas à sa taille. Kurusu proposa d'ajuster la jupe pour elle, et elle sortit de la cabine d'essayage, l'enlaçant avec gratitude. Cependant, elle réalisa vite qu'elle n'était qu'en sous-vêtements et se retira précipitamment dans la cabine. À ce moment-là, Zondina appela pour demander s'il avait vu quelqu'un de suspect, et Kurusu répondit que non. Zombina gloussa alors, disant qu'avec la présence intimidante de Tio, il était peu probable que quelqu'un les approche. Zombina prit le relais pour le rendez-vous, et tous deux allèrent voir son film de zombies. En marchant, Zondina remarqua que sa main était tombée, effrayant les gens autour d'eux, alors ils trouvèrent un café, et Kurusu l'aida à la recoudre. Elle lui demanda pourquoi il n'était pas dégoûté, et il répondit qu'elle n'avait rien de mal. Zombina en rit, mais décida de le taquiner et laissa tomber un de ses seins. Kurusu le ramassa, mais quand il réalisa ce que c'était, il faillit mourir de choc. Zombina ne put se retenir et éclata de rire avant de lui demander de l'aider à le recoudre. Pendant qu'il faisait ça, il demanda bêtement si elle avait mal, et Zondina lui rappela qu'elle était un zombie. Juste après, Kurusu remarqua du sang sur le sol et demanda à Zombina si elle saignait. Zombina dit qu'elle allait bien, et c'est là qu'ils réalisèrent qu'il saignait du nez à cause de toute cette excitation. Plus tard, Manako prit les devants pour le rendez-vous, mais choisit de marcher derrière Kurusu plutôt qu'à ses côtés. Kurusu se retourna et lui rappela qu'il était en rendez-vous, elle n'avait donc pas besoin de garder ses distances. Elle s'avança alors lentement vers lui, mais se cogna maladroitement contre chaque objet sur son chemin. Lorsqu'elle l'a enfin rejoint, elle lui a demandé s'il pouvait s'isoler. Kurusu a alors pensé qu'elle voulait mieux le connaître, mais elle a expliqué qu'elle était mal à l'aise dans la foule. Assise sur un banc, Manako s'est demandé si Kurusu ne faisait que semblant d'être gentil et a décidé de le tester pour voir si ses yeux le trahiraient. Elle a attiré son attention et lui a demandé de la regarder, ce qu'il a fait. Pourtant, elle n'a vu ni peur dans son regard et s'est vite sentie dépassée par ce contact visuel prolongé. Quand Kurusu lui a demandé si ça allait, elle lui a dit de ne pas la regarder, le laissant perplexe face à son comportement changeant. C'est alors qu'elle a remarqué une silhouette encapuchonnée qui les observait. Elle l'a confronté, mais l'individu a fui. Zombina a surgi des buissons, arme au poing, et a tiré sur la silhouette, mais celle-ci a esquivé les balles. En dernier recours, Tio a soulevé un distributeur et l'a lancé, barrant la route à l'inconnu, ce qui a permis à Manako de l'endormir. Cependant, en retirant la capuche, ils ont découvert qu'il s'agissait de Doppel. Le soir, en rentrant, Doppel a avoué que la menace avait été inventée par elle et Smith pour pousser Kurusu à sortir avec l'une d'elles. Elle a demandé à ses amis si elle avait aimé passer du temps avec Kurusu, et tous ont fait son éloge. Zombina s'est demandé pourquoi une deuxième lettre différait de la première, mais Doppel a affirmé n'en avoir envoyé qu'une. Pendant ce temps, Kurusu a fait une rencontre étrange sur le chemin du retour. À son arrivée, les filles lui ont demandé s'il avait attrapé le coupable, mais il a désigné une personne sans tête à ses côtés. Les filles ont hurlé et Mia a tenté de mettre Kurusu à l'abri, mais elle a fini par tomber avec le corps sans tête. En levant les yeux, elle a vu le vide là où la tête aurait dû être et a poussé un cri avant de s'évanouir. Au salon, les filles ont interrogé Kurusu sur l'identité de l'inconnu. Il a expliqué l'avoir trouvée dans la rue et ramenée car il ne pouvait pas la laisser seule. Lorsqu'il a annoncé qu'il partait chercher sa tête, Rachnra a suggéré d'attendre le matin vu l'heure tardive, mais il tenait à la trouver sur le champ. Après sa déclaration, toutes les filles, sauf Rachnera, ont proposé de l'accompagner dans ses recherches. Alors qu'il cherchait des indices, le cri de Mia a soudainement déchiré le silence de la nuit. Aussitôt, Kurusu et Sentorea ont accouru vers elle, alors qu'elle pointait frénétiquement une tête du doigt. Kurusu l'a rassurée en lui disant que ce n'était qu'une tête de mannequin. Mais la tentative de réconfort de Sentorea n'a fait qu'empirer les choses quand elle a rappelé qu'il cherchait une tête coupée. Kurusu lui a lancé un regard désapprobateur, l'avertissant que de tels propos pourraient causer des ennuis. Avant même qu'il ne puisse souffler, Nia a de nouveau hurlé. Cette fois, ils l'ont trouvée inconsciente au sol, gisant juste à côté de la véritable tête qu'il recherchait. Sentorea a vite emmené Nia, tout en ordonnant à Kurusu de récupérer la tête. Kurusu hésitait à toucher cette tête coupée, alors il a d'abord essayé de lui parler. La tête est restée muette jusqu'à ce qu'il la ramasse. Elle a alors parlé, affirmant être une Dulahan. La tête a continué son récit, mais Kurusu n'était pas intéressée par les détails. Lorsqu'elle eut fini de parler, Kurusu lui demanda ce qu'elle voulait et elle le supplia de la réunir avec son corps. Alors que Kurusu quittait le parc avec la tête, il aperçut un garde de sécurité s'approcher et se cacha vite derrière un arbre. La tête se mit soudain à faire des bruits étranges, alors il demanda ce qui n'allait pas et elle dit que quelqu'un touchait à son corps.
Kurusu l'avertit de baisser la voix, mais au lieu de cela, elle commença à faire des bruits forts et joyeux. Kurusu dut lui couvrir la bouche avec sa main pour la faire taire, et juste au moment où elle semblait sur le point de crier, elle se tut soudainement. Une fois rentré, il rattacha sa tête à son corps et les filles lui offrirent une tasse de thé et quelques collations. En la regardant, Santorea expliqua à Miya que les Dullahan sont des chevaliers sans tête qui apparaissent quand quelqu'un est proche de la mort. Quand Kurusu entendit cela, il demanda si Dullahan était chez eux parce que quelqu'un allait bientôt mourir. Dullahan répondit par l'affirmative, puis pointa Kurusu du doigt, disant que c'était lui qui allait bientôt mourir. La pièce devint silencieuse après la déclaration de Dullahan. Elle expliqua que la vie de Kurusu avait été en danger maintes fois et qu'en tant que chasseuse de mort, elle venait chercher son âme. Cependant, Rajnera l'interrompit, l'attacha et ordonna à Papi de mettre Kurusu en sécurité. Alors que Papi s'envolait avec Kurusu, il avait du mal à respirer avec son derrière sur son visage. Il tenta de dégager son visage en lui attrapant la hanche, mais cela fit que Papi percuta un panneau publicitaire et Kurusu tomba. Heureusement, Su le rattrapa juste à temps. Les autres filles arrivèrent bientôt et voyant Kurusu toujours en danger, Santorea a promis de le protéger. Elle révéla une selle fixée sur son dos, conçue pour les voyages de longue distance. Avant que Kurusu ne monte, Santorea fit un long discours sur l'honneur et le déshonneur, puis Kurusu grimpa sur son dos et ils galopèrent vers la sécurité. Pendant leur trajet, Santorea tourna un angle et faillit entrer en collision frontale avec le couple agaçant de tout à l'heure. Cependant, elle réussit à sauter par-dessus le camion, le laissant s'écraser et brûler derrière eux. Elle maintint son allure et commença bientôt à imaginer une vie de cavale avec Kurusu. Cependant, elle ne réalisait pas que Kurusu luttait pour sa vie. Il avait glissé de la selle et était traîné par le pied derrière elle. Quand elle s'en aperçut enfin, elle s'arrêta de courir et s'excusa. À ce moment-là, Dullahan apparut derrière elle et l'exhorta à abandonner. Soudain, Mehrunes émergea de la rivière et emmena Kurusu avec elle. Mehrunes plongea sous l'eau et Kurusu essaya désespérément de lui dire qu'il ne pouvait plus respirer. Il réussit à nager jusqu'au bord pour reprendre son souffle et Mehrunes s'approcha de lui, disant que puisqu'il devait mourir, elle voulait un souvenir de lui. Le visage de Kurusu devint rouge quand il demanda si elle parlait d'un objet et Mehrunes confirma ses craintes, affirmant qu'il n'y avait pas de plus grande tragédie que d'avoir son enfant après sa mort. Kurusu la réprimanda, mais la fille poisson était déterminée à devenir la mère de son enfant, alors elle le tira à nouveau dans l'eau. Elle se moquait même qu'il se noie, mais avant qu'il ne s'évanouisse, la queue de Miya s'enroula soudainement autour des branchies de Mehrunes, l'étouffant. Elle sortit ensuite Kurusu de l'eau et pressa son corps pour lui faire recracher l'eau. Lorsqu'il a repris connaissance, Rajnera a utilisé sa toile pour immobiliser Miya, et quand Miya a remarqué Dullahan à ses côtés, elle l'a accusé d'être une traîtresse. Rajnera a dit que ça ne servait à rien d'essayer de sauver Kurusu car il était de toute façon condamné à mourir. Miya a déclaré que s'il comptait envoyer Kurusu dans un autre monde, il devait d'abord le faire avec elle. Fatigué de les regarder, Kurusu a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'elle soit tombée dans le panneau des mensonges d'une folle qu'elle venait de rencontrer. Il s'est levé et s'est avancé dans la rue pour se poster devant Truck-kun. Heureusement, ce n'était qu'une version miniature, ce qui prouvait que Dullahan n'était qu'une affabulatrice et rien de plus. De retour à la maison, Smith a expliqué que Dullahan, dont le vrai nom était Lala, avait tendance à être excessivement mélodramatique. Elle a ensuite demandé pourquoi Lala s'était enfuie. En réponse, Lala a expliqué qu'elle avait été intriguée par Kurusu. Elle l'avait vu si souvent à l'article de la mort qu'elle n'arrivait pas à croire qu'il ait survécu à chaque fois. Par conséquent, elle a décidé de prendre l'initiative de l'aider à passer de l'autre côté. En entendant cela, Smith a eu l'air d'être sur le point de bannir Lala dans le monde des ténèbres. Cependant, elle s'est contentée de lui rappeler les conséquences si elle s'en prenait à un humain. Effrayée, Lala s'est cachée derrière Kurusu et a supplié de vivre avec eux plutôt que de repartir avec Smith. Smith, retrouvant aussitôt son sourire charmeur, a accepté cette requête. Kurusu a protesté, mais les filles semblaient favorables à cette idée. Quelques jours plus tard, Kurusu a fait les comptes et a été choqué de découvrir qu'il était presque fauché. Pour ne rien arranger, Miya avait vidé le frigo en essayant de cuisiner ses plats immangeables. Kurusu a alors emmené les filles, sauf Miya, Rajnera et Lala, faire les courses, mais le magasin était fermé, alors Santorea a suggéré d'aller plutôt au marché. Au marché, les vendeurs ont commencé à remballer, pensant que leurs produits offenseraient les demi-humains. Kurusu les a rassurés en disant qu'ils mangeaient de la viande et des légumes comme tout le monde, malgré leur nature en partie animale. Mehrunes s'est approché d'un étal de poissons, admirant le choix et complimentant le vendeur pour ses goûts. Le propriétaire a eu l'impression d'être en présence d'une reine en l'écoutant, alors il lui a vite offert sa meilleure prise. Kurusu a décliné, expliquant qu'il n'avait pas d'argent, mais l'homme a insisté et leur a donné des poissons plus petits à la place.
Alors qu'il marchait dans le marché, Santorea s'est approché d'un étal de légumes et la propriétaire lui a proposé des carottes. Après les avoir goûtées, elle a eu l'impression d'être au paradis et a félicité la femme pour la grande qualité de ses produits. La propriétaire lui a alors offert une caisse de légumes, mais Kurusu a refusé en son nom. Cependant, la femme a insisté et ils ont fini par l'accepter. Peu après, d'autres vendeurs se sont manifestés pour leur offrir de la nourriture gratuite. Kurusu se demandait comment ils allaient transporter tout ça, alors Meroun a suggéré que Santorea s'en charge. Santorea a d'abord hésité, disant qu'elle ne voulait pas être traitée comme une bête de somme, mais elle a fini par accepter quand Kurusu lui a demandé son aide. Quand il ne restait plus que lui et Su, il a mentionné qu'il lui fallait plus de nourriture car il n'était pas sûr que ce qu'il avait suffirait. Su l'a rassuré en disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour elle, car la nourriture n'était pas très importante à ses yeux. Cependant, il a exprimé son désir que tout le monde mange ensemble, comme une famille. Su l'a ensuite conduit dans la forêt et a demandé à qui s'il pouvait cueillir des plantes. Au début, Ki semblait hésiter à les laisser faire. Dans une tentative ludique de la persuader, Su a attrapé Ki et a commencé à téter ses oranges. Kurusu a réussi à écarter Su et l'a interrogé sur ses actes. Su a expliqué qu'elle pensait que Ki voulait une faveur en échange des plantes. Ki les a alors emmenés dans une zone où poussaient quelques plantes. Cependant, Kurusu a souligné que certaines plantes étaient toxiques et qu'il serait difficile d'identifier les comestibles. Juste au moment où il décidait de rentrer, il a remarqué que Su goûtait les plantes. Elle l'a informé avec assurance de celles qui étaient toxiques et de celles qui étaient sans danger. Après avoir ramassé assez de plantes, ils ont fait leurs adieux à Ki et sont rentrés chez eux. En rentrant, ils ont croisé le dragon Triton qui a tenté d'attaquer Kurusu, mais Su l'a aspergé du poison absorbé en mangeant ses plantes. Plus tard ce soir-là, après que Kurusu a servi le dîner, Smith et les Squadmon sont arrivés, exigeant qu'ils les nourrissent aussi. Kurusu n'a eu d'autre choix que de préparer plus de nourriture, ce qui a de nouveau vidé le frigo. Remarquant l'air misérable de Kurusu, Smith lui a demandé ce qui n'allait pas. Su a expliqué que Kurusu était trop pauvre pour s'acheter de la nourriture. Smith a alors informé Kurusu que le gouvernement le rembourserait pour la nourriture des filles tant qu'il gardait les reçus. Cela a choqué Kurusu, car il n'arrivait pas à croire qu'elle ait oublié de mentionner un détail aussi important. Quelle fille monstre aimeriez-vous apprendre à mieux connaître? Si vous avez regardé jusqu'ici et aimé la vidéo, commentez Fille Sertan. Regardez aussi la vidéo suivante. On se retrouve dans la prochaine vidéo.